qui concerne ma propre recherche, donc avant de devenir directeur du labo, je ne peux plus faire de la recherche, je peux l'avouer. Donc je suis attaché à essayer de développer une méthodologie pour traiter des corpus et des corpus numériques. Vous le devinez, l'ensemble du panorama scientifique international depuis une trentaine d'années a vu le passage du papier au numérique, c'est-à-dire l'ensemble de nos sources. Si on est historien, nos archives sont devenues numériques. Si on est psychologue, les questionnaires d'enquête sont devenus numériques, c'est-à-dire un fichier Word, si vous voulez. Pour les philosophes, l'ensemble des œuvres sont là aussi consultables quand même sur Internet. Et donc on a des objets, des corpus, c'est-à-dire des textes qu'on a rassemblés parce qu'on pense qu'ils sont intéressants. Et ces corpus ont un format donc numérique, c'est-à-dire qu'ils sont digitalisés, sont sous format TXT, PDF, Word. Et donc l'idée c'était de développer une méthode susceptible de bien traiter, de décrypter autant que possible ces corpus numériques. En l'occurrence, mes corpus numériques étaient composés avant tout de discours politiques, puisque je m'intéressais au langage politique, au rapport entre langage et idéologie, comment effectivement la langue donne au fond à un homme politique les moyens de convaincre, peut-être de manipuler, qui sait, d'exposer en tout cas son programme, etc. Donc on a des moyens dans la langue, et faut-il encore qu'on ait un homme politique se servir de ces mots, tout simplement, quel mot on va choisir pour, je répète, pour présenter son programme, pour nous convaincre. Et donc là, ce que je vais développer cette méthode, alors cette méthode, donc à Nice on l'appelle la logométrie, logos le langage, métrie la mesure du langage. D'autres parlent de lexicométrie, lexique, lexique le lexique, mots, métrie, mesure. D'autres parlent de textométrie, le texte, puis la mesure. Donc c'est une méthode qui essaie d'articuler le qualitatif, évidemment, c'est-à-dire qu'on a besoin, quand on fait de la linguistique, à un moment donné, de lire vraiment et d'écouter vraiment les hommes politiques, et puis le quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a derrière un traitement informatique basé sur des statistiques qui va permettre de faire ressortir précisément les mots privilégiés des uns et des autres, les attirances entre mots, qu'on appelle des co-occurrences, ils apparaissent ensemble, donc des liens entre les mots, et puis qui traite aussi de beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire que dans mon corpus, par exemple, je vais voir si un homme politique est plus proche d'un autre, ou plus éloigné. Donc vous pouvez imaginer, essayer de voir s'il y a une sorte de parenté au niveau du discours, entre le discours, à l'intérieur du discours de gauche, par exemple, entre les communistes, les socialistes, le front de gauche, les écologistes, ou s'il y a, en fait, malgré des alliances politiques, une sorte de divorce des discours, un discours qui aurait rien à voir. Puis à l'intérieur de la droite, est-ce qu'il y a la porosité, par exemple, que l'on semble avoir un peu repérée en 2012 entre le Front National et l'UMP? Est-ce que ça se traduit au niveau des discours par un vocabulaire qui serait partagé, des phrases qui seraient communes? Donc nous, on essaye de décrypter ça de manière un peu froide, grâce au logiciel que l'on a créé donc, depuis les années 1900 et développé depuis les années 80. C'est donc Étienne Brunet, le fondateur du laboratoire, qui a fait ce logiciel, et depuis il n'a cessé d'évoluer. On a la version 10 2015, et mieux que ça, aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, on a recruté un jeune ingénieur qui est chargé de refondre complètement le logiciel, qui est déjà disponible aujourd'hui, après 1 an et demi de travail, sur le web, puisque maintenant, on installe rarement son logiciel sur son propre ordinateur, mais on fonctionne avec un serveur, et c'est ce qui est maintenant en marche et qui marche déjà. Donc là, en revanche, je l'ai installé. Donc ici, alors il ne faut pas que je me laisse gagner par le temps, surtout si je vous lasse déjà, combien, un quart d'heure, ou enfin, parce que là, je deviens intarissable, puisque c'est bon. 30 minutes. D'accord. Tu le dis, mais très librement en plus, comme ça, et je pourrais rejoindre. Donc là, très simplement, j'ai saisi l'ensemble des discours de, vous le devinez, De Gaulle, Pompidou, Giscard, les 2 septennats Mitterrand, les 2 présidents, donc septennat quinquennat de Chirac, Sarkozy et le Hollande en cours. Donc alors, les questions quand on est un peu spécialiste, c'est tu as saisi tout,
quelle est donc il y a une sélection de discours, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en gros c'est tous les discours grand public, c'est-à-dire tous les discours qui ont été prononcés à la télévision ou à la radio, ou aussi dans la presse, les tribunes, pas souvent, mais régulièrement. Et donc je les ai mis ensemble, et là je vous fais entrer un instant dans la méthode. L'ensemble de la méthode finalement repose sur l'idée d'une comparaison entre les discours. Pourquoi? Parce que linguistiquement, il n'y a pas un usage universel des mots. Les mots que l'on utilise sont toujours contextualisés dans le cadre de genres de discours. Donc un discours politique, par exemple, on va utiliser certains mots. En genre littéraire, on va utiliser certains autres mots. De façon très simple pour vous, à la maison, vous n'utilisez pas tout à fait le même registre de langage qu'au boulot. Dit autrement, si je tape ici dans tout un énorme corpus, donc hein, ça fait voilà, un rayonnage comme ça de livres, hein, l'ensemble de ce corpus qui est saisi et qui est là présent. Je ne sais pas, si je tape fourchette par exemple, un mot qu'un enfant de 2 ans et demi comprend, ben, il va être 0 fois. Donc si je commence à gloser, si vous vous rendez compte, je ne sais pas quoi, Giscard d'Estaing n'a pas un gros vocabulaire, il ne sait pas ce que veut dire fourchette, ça n'a pas de sens. Ce qui est intéressant, c'est la comparaison. Vu que Giscard n'utilise jamais fourchette, mais De Gaulle ne le fait pas plus, mais Chirac ne le fait pas plus, mais eh bien pour moi ça devient un mot inintéressant tout simplement. De la même manière, tous vont utiliser beaucoup le mot France, et bien plus souvent que nous autres. Et ce qui devient intéressant, c'est que dans ce gros usage de France, de tous, il y en a peut-être un qui va quand même se détacher. Donc à chaque fois, c'est relatif, c'est comparatif, voilà, c'est un principe de la méthode. Et il se trouve que la statistique, de façon générale, fonctionne toujours sur cette idée de comparaison, donc ça nous convient bien. Je ne peux pas entrer dans les détails. Voilà, alors le corpus, je vous le montre en 2 clics. Un pour vous rassurer, l'autre pour vous affoler. Donc, si par exemple, donc là j'ai, vous voyez, c'est pas très visible, mais j'ai donc bien mes 9 gros textes. Donc ici c'est De Gaulle, et de la page 2 à la page 876, j'ai que du De Gaulle. Et puis là c'est Georges Pompidou, GP. De la page 576 à 1807, j'ai que du Pompidou, etc. Et donc si je clique sur un des gros textes, je peux lire le texte tel que je l'ai saisi et que vous voyez sur la page de gauche, la colonne de gauche. Donc c'est le premier texte, hein, par de Gaulle en 1958, quand il revient au pouvoir, dans le contexte, vous savez, de la guerre d'Algérie, et voilà, il fait cette déclaration à la télévision, à l'ORTF, à la télévision française. Donc ça, c'était pour vous rassurer, pour vous dire les textes sont là, et tout ce que je vais compter, vous montrer maintenant, c'est pas sorti du chapeau, c'est dans l'ordinateur. Pour vous affoler, c'est la colonne de droite, et je pourrais même cliquer là, je reviens tout de suite après, pour vous affoler encore plus, ce cliquage. C'est que donc, le texte tel que vous l'avez entendu, vous pouvez le lire en tout cas ici, est codé linguistiquement, avec des vilains jargons linguistiques qui s'appellent la lématisation et l'étiquetage morphosyntaxique. C'est tout simple, ça veut dire que chaque mot ici, française, est ramené ici, vous voyez, à son entrée du dictionnaire, c'est ça qu'on appelle le lemme. À savoir que pour le français, en l'occurrence pour le français, l'adjectif est toujours ramené à son masculin. Donc c'est français. De la même manière, briser, se briser à l'imparfait, et ramener à son infinitif, comme dans le dictionnaire. Pourquoi je fais ça? Parce que sinon on va se mettre à compter des torchons et des serviettes en même temps, parce que vous avez compris que j'allais compter des choses, sous le seul prétexte qu'ils s'écrivent de la même manière. Exemple, je suis parti en vacances, parti, P-A-R-T-I, ici sur cette colonne de droite je vais voir P-A-R-T-I, et vive le parti, P-A-R-T-I aussi. Et donc je vais voir 2 fois, ici dans cette colonne, il y aura 2 fois le mot P-A-R-T-I, que je pourrais me mettre à compter ensemble pour je sais quelle conclusion, alors que, évidemment, dans cette colonne de droite, une fois parti, le participe passé du verbe partir est ramené à son verbe d'origine, partir, là où le vive le parti, il est ramené à son substantif, les deux sont distingués, et si je me mets à vouloir étudier les verbes, je ne vais traiter que du premier, pas du second. Donc ça s'appelle la désambiguïsation sémantique, et c'est pas inutile parce que un mot sur 3 d'un corpus est ambigu
C'est-à-dire que au niveau de la forme graphique, il peut renvoyer à un mot comme à un autre. Je ne sais pas, alors vous allez dire si j'exagère, mais non, un mot sur trois. Par exemple, là, je vois là, ici, j'imagine qu'il va y avoir la guerre. Voilà. Bon, est-ce que c'est le déterminant ou est-ce que c'est la note de musique? La plupart du temps. Et ainsi de suite, tous les mots, il y en a beaucoup. Donc, à droite, on trie pour compter des choses un peu conséquentes. J'ajoute que dans ce tri, vous voyez, dans cette lématisation, donc, il y a un petit code ici, 7, qui veut dire, ici, 7, c'est pas écrit, mais bon, moi, je sais, ça veut dire que c'est un déterminant. Unité 2, c'est un substantif. Française 3, c'est un adjectif. Brisé 1, c'est un verbe. Donc, il y a chaque mot de la colonne de gauche est identifié comme étant un code grammatical, si vous voulez, verbe, un verbe. Mieux que ça, ici, donc, pour vous faire peur suite, ici, là, vous avez exactement la même chose, c'est pas fait pour être lu par les humains, mais où chaque mot est un code pour dire que, ici, c'est un déterminant masculin singulier en position sujet. Donc, en fait, il y a beaucoup d'informations linguistiques. Et moi, je vais pouvoir savoir maintenant si Sarkozy, il utilise plus souvent le déterminant masculin singulier ou le là, c'est graphique s'il y a que, ou l'imparfait du subjonctif, ou le mot France, ou plein de choses différentes au niveau linguistique que j'essaye après de mettre ensemble. Voilà, alors notre... bon, je ne vais pas parler de tout le logiciel, mais donc là-dessus, on a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de lire qualitativement. Je vais vous parler de la notion de qualitatif, c'est-à-dire aller chercher au plus près les mots. Donc je ne sais pas si je fais « je veux », il va me convoquer dans mon énorme corpus, et relativement rapidement, toutes les phrases où il y a « je veux » dans le discours présidentiel. Et je peux lire ainsi, je veux dire que depuis 3 ans, je veux expliquer ici, je veux expliquer, et là je vais pouvoir faire une lecture. Donc pour nous c'est important. Vous avez compris aussi que l'objectif de tout ça, c'est qu'en sciences humaines et sociales, on a du mal à avoir des méthodes solides, et on peut très vite, comment dire, basculer du côté d'une forme d'interprétation. Et alors pour moi c'est d'autant plus chaud que c'est du discours politique, et donc très vite le citoyen qui est en moi peut prendre le pas sur le chercheur. Et donc d'où la nécessité pour nous de refroidir notre objet, discours politique, par une mise à distance, et la mise à distance c'est l'ordinateur qui nous permet de le faire. Donc voilà, cette lecture par exemple de tous les je veux va me permettre de faire une lecture beaucoup plus systématique, là où vous devinez, quand vous écoutez simplement le discours, vous pouvez, selon vos convictions politiques, être irrité par cette expression dans la bouche de l'un, là où vous allez pardonner facilement à l'autre cette même expression. Là, il y a une sorte de systématicité de recherche qui me met un peu à distance. Et évidemment, alors je peux lire tout ça, et je peux évidemment aller beaucoup plus loin, c'est le sel de ce logiciel, c'est-à-dire le traitement quantitatif. Alors là, il me suffit de cliquer ici, et vous voyez donc la distribution chez mes différents présidents de ce je veux, comme j'aurais pu faire n'importe quelle autre requête, c'est là où ça devient intéressant, où on voit effectivement que cette surpuissance, cet esprit éventuellement autoritaire, il y a une croissance du je veux chez Nicolas Sarkozy, là où c'était assez peu présent chez les autres présidents, en tout cas jusqu'aux années 2000. Alors voilà, d'une certaine manière, non, j'allais dire une bêtise, j'allais dire mon travail s'arrête là. Non, au contraire, mon travail commence là, c'est-à-dire, voilà, il y a le traitement statistique me permet de faire des sorties machines qui sont incontestables. Je crois que là, que l'on soit de gauche ou de droite, on ne peut pas contester cette réalité factuelle. Oui, Nicolas Sarkozy utilise plus souvent « je veux » que tous les autres présidents. Et, alors je ne sais pas si ça s'arrête là aussi, ça commence là. Moi, maintenant, mon boulot, ça va essayer de comprendre pourquoi, effectivement, au détour des années 2000, il y a cette exhibition, par exemple, de la personnalité du président, qui, la Hollande essaye de le copier, on voit bien, alors, mais voilà, il y a donc qu'est-ce que je veux dire par là?
Je veux dire tout simplement qu'au niveau des... Donc le travail commence là. Au niveau des institutions, par exemple, on sent qu'il y a un mouvement de l'ensemble de la Ve République vers peut-être plus de présidentialisme, d'où cette nécessité pour le chef de se marquer. Il y a aussi dans l'ensemble des... Alors moi je vais chercher un peu plus loin, je vais voir si ça se passe pareil aux États-Unis ou en Angleterre, et oui, il y a ce type aussi de dérive, pardon, là je me prononce, je mets une valeur, enfin, mais enfin une personnalisation, je cherchais une personnalisation du pouvoir, qui effectivement peut être antinomique avec la démocratie, je ne sais pas, une baisse du Parlement, une personnalisation. Alors il y en a d'autres qui parlent de pipolisation du pouvoir, on est toujours sur cette idée qu'effectivement le chef s'exile dans son énonciation, linguistiquement, c'est-à-dire que j'ai fait ma thèse sur l'entre-deux-guerres, donc là je vais chercher un peu plus loin encore dans la diachronie, je vais au-delà des années 1958, mais j'ai fait sur 2 leaders de droite et 2 leaders de gauche dans l'entre-deux-guerres. Eh bien, le leader de l'extrême gauche, qui était Maurice Thorez, le dirigeant du Parti communiste, dans l'ensemble de l'entre-deux-guerres, il utilise 15 fois le mot « je ». C'est-à-dire que pour, en tout cas dans l'énonciation communiste, et dans l'énonciation d'entre-deux-guerres, il était impossible qu'un leader se mette en avant et dise son programme à lui, lorsqu'il s'agit de parler du peuple, ou des prolétaires pour Thorez, ou de la classe ouvrière, mais il était impossible de se mettre en avant, c'était une sorte de discrédit définitif en politique, c'était se condamner, trop de jeu dans un discours, et on était immédiatement soupçonné, évidemment, de plébiscite, de dictateur, de potentiellement coup d'État, et donc, aujourd'hui, c'est au contraire, on lâche les chevaux dans l'autre sens, et il faut marquer son autorité par ça. Donc voilà, c'est ce genre de au fond, de petites recherches que je peux faire sur l'instant. Alors, je vais vous montrer quelque chose de plus, à la fois plus fort et plus intéressant, plus fort au niveau statistique, je veux dire, c'est que ce type de recherche, vous l'avez compris, je le fais sur ce que vous voulez, là, séance tenante. Hein, je peux faire justement « je ». Alors vous voyez, le « je veux » est très sarkozien, mais le « je » tout court, en fait, il a été introduit dans les années 80 par Mitterrand, qui était au bal des égaux, plus narcissique encore que Sarkozy. La seule chose, c'est que lui disait « je pense », lorsque Sarkozy dit « je veux ». Donc il y a le verbe qui est associé au « je », qui est différent, mais il n'empêche que, vous voyez, ce type. Donc la vraie césure, en fait, je vous livre les conclusions d'un de mes bouquins, là, que tu as affiché, c'est que la vraie césure, elle se fait autour des années 80. Pour quelle raison? Est-ce que c'est la personnalité de Mitterrand? Je ne pense pas, parce que ça perdure ensuite, mais pour des raisons donc profondes que j'essaie d'analyser, qui sont d'ordre médiatique d'un côté, c'est-à-dire l'arrivée de la télé berlusconienne, pour dire les choses, la télé privée, où évidemment à la télé on ne montre pas des idées, on montre une personne, c'est difficile de montrer l'idée de liberté à la télé. Par contre, montrer sa tête et dire « je », c'est quand même plus commode, surtout quand on a très peu de temps. Quand je dis la télé berlusconienne, c'est au sens propre, puisque vous savez que la privatisation de la 5e chaîne a été rachetée par Berlusconi lui-même à l'époque, en France. Et puis des raisons institutionnelles, qui est la cohabitation qui intervient à ce moment-là, et la cohabitation qui peut être vraiment marquée par, et qui est une nouveauté évidemment dans l'histoire républicaine française depuis 1792, c'est vraiment la volonté d'un homme seul, président, désavoué par les urnes au niveau de l'élection parlementaire et qui dit ben, je reste là quand même et je vais continuer à occuper le pouvoir, quand bien même je n'ai plus la majorité pour gouverner, puisque clairement le Parlement est une autre coloration que ses convictions, mais je et moi seul, c'est plus le Parti socialiste, le parti où Chirac reste, je reste tout seul, donc il y a ce jeu quelque part qui remonte. Voilà, donc ce type de pardon. On peut essayer sur moi. Oui. Alors, voilà. Moi je. Voilà. Souvent je fais ce type de vérification. Suspend. Mais sans beaucoup de surprise, évidemment, le mec est utile.
Alors, ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, alors là, pour aller un tout petit peu plus vite, je vous livre quelques conclusions, c'est que j'ai fait un certain nombre de tests avec des mots, comme ça, un peu au feeling, je sais pas, liberté, égalité, et j'ai vu une sorte de déclin d'un certain nombre de mots, et puis plutôt une césure autour des années 80, et puis j'ai fait le test avec d'autres mots, et là, j'ai vu plutôt une croissance. Et je répète, je ne voudrais pas ici, parce qu'on n'aurait pas le temps, rentrer dans le détail de tous ces mots en question. On pourrait, vous deviner, à peu près 3 millions dans mon corpus, donc on pourrait tous les taper, pas 3 millions différents, j'exagère, mais plusieurs centaines de milliers, donc ça devrait être compliqué. Et et j'en arrive au fait, qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est qu'en fait, ce n'est pas tel ou tel mot qui diminue, ou au contraire, diminue ou au contraire augmente, mais ce sont des types de mots. Et ces types de mots, ce sont des mots grammaticaux. Je m'explique. Si je demande, par exemple, l'ensemble des substantifs, donc volontairement, il ne s'agit plus de traiter égalité, liberté, fraternité, chômage, nation, mais tous les substantifs. Les mots que je viens de citer sont tous des substantifs. Et là, on les compte tous ensemble et on regarde comment ils se distribuent. Et puis, je peux faire... alors, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Eh bien, globalement, là aussi, il y a cette coupure. Alors, Chirac fait un tout petit peu mentir, mais quand même, globalement, il y a des mots... la première période, il y a une surutilisation des substantifs, et dans la deuxième période, il y a des sous-utilisations des substantifs. Je continue, parce qu'on se dit, bon, d'accord, ils utilisent de moins en moins les substantifs, mais faut-il encore parler? Continuer à occuper le discours. Alors si je me prive de noms, il faut bien que j'utilise d'autres mots. Eh bien, classiquement pour nous, lorsqu'on n'a pas un discours nominal, on peut avoir un discours verbal, c'est-à-dire qu'on va utiliser des verbes. Alors je fais le test, et je convoque maintenant l'ensemble des verbes. Et puis, vous devinez, vous voyez où je veux en venir, je vais faire la même chose sur toutes les grandes catégories grammaticales. Et donc les adjectifs. Ça ne va pas être très long, je vous rassure. Les pronoms. C'est en direct. Hein. Et puis la dernière catégorie classique, c'est l'adverbe. Et je m'arrête là. Donc, il y a les 6 grandes catégories, les noms, les verbes, les articles, les adjectifs, pardon, les déterminants, les adverbes, les pronoms et les adverbes. Alors, par exemple, un truc classique, évidemment, vous vous rappelez de votre grammaire et surtout de l'étymologie du mot, lorsque l'on n'utilise pas un nom, ici, par exemple, Giscard d'Estaing utilise beaucoup des noms. Eh bien, inversement, il ne va pas utiliser ce qui remplace le nom, qui étymologiquement est le pronom. Donc, si je... alors, regardez par exemple Mitterrand, il utilise peu de noms. Hein. Vous voyez Giscard et Mitterrand, Giscard et Mitterrand. Eh bien, si je fais, je prends les pronoms maintenant, le Giscard qui utilisait beaucoup de noms, il n'utilise pas beaucoup de pronoms, et Mitterrand qui le pronom. Qu'est-ce qui se joue derrière ça? Alors, je fais un clic un peu compliqué et après je vous dis ce qui se joue. Le clic un peu compliqué, c'est qu'il y a des moyens statistiques un peu complexes qui s'appellent l'analyse factorielle des correspondances, qui permet de traiter cette matrice-là, qui est le nombre de fois où chacun utilise pronom, verbe, adverbe, etc., et qui les traite ensemble, et qui fait une représentation en nuage de points, comme ceci. Vous voyez par exemple que Giscard d'Estaing, ici, VGE, utilise beaucoup les noms et déterminants, et de ce côté gauche pour vous, les adjectifs aussi, là où un Mitterrand utilise plutôt des pronoms et des adverbes et des verbes. En fait, vous pouvez lire ce graphique de gauche à droite. Ici, vous voyez bien qu'il y a De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, et un peu le Chirac 2, mais qui est au centre, donc on ne va pas en parler. De l'autre côté, on a bien les discours des années 80 et suivantes, les deux Mitterrand,
Nicolas Sarkozy, François Hollande un peu partagé, et puis Chirac. Qu'est-ce que ça signifie? Donc je vais en arriver là, ça sera peut-être un moyen pour moi de conclure. C'est que, en fait, le discours politique que vous écoutez, a changé à la fois de fonction politique, mais surtout de nature linguistique en une cinquantaine d'années. D'un discours très nominal, c'est-à-dire avec des noms, et ça associé le déterminant, parce que quand on utilise chat, on est obligé d'utiliser le ou les souris, comme là, le lait. Donc le nom, bien sûr, mais le déterminant ou encore l'adjectif, parce qu'on a dit le chat, souvent on peut dire gris, noir. Un discours nominal jusqu'aux années 80, on est passé à un discours dit verbal, avec le verbe évidemment, mais quand on utilise un verbe, on dit souvent un pronom je pense, et l'adverbe qui est un modalisateur souvent de l'action, je pense vraiment. Et donc on est passé d'un discours nominal à un discours verbal. Et ça, j'ai une expression en fait assez simple pour résumer quand on regarde quels sont les noms, quels sont les verbes, etc. C'est quand, dans le discours politique, et c'est ça qui nous déstabilise, et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a 50% d'électeurs qui ne votent plus, je ne sais pas, c'est que le leader, le je, le pronom, a remplacé l'idée, la France, le chômage, la crise. C'est-à-dire que le discours est désormais centré effectivement sur la position du leader, et ce leader, vous l'avez compris, il est là, c'est le pronom personnel, je, moi, des fois nous, maximum. Le leader a remplacé, alors le je pense, je veux que, je vous dis que, etc. Là où le discours dans les années 80 était plus basé sur une forme de message, qu'on pouvait trouver juste ou faux, mais basé sur ce niveau. Pour caricaturer mon propos, souvent je résume ça, et je vais m'appuyer quand même sur la statistique, parce que je vais vous donner un exemple de phrase nominale versus une phrase verbale, mais c'est une caricature, une phrase par exemple. Mais derrière, c'est effectivement 3 millions de mots traités statistiquement qui m'autorisent à faire ce type de caricature. Ici, vous aviez des discours nominaux qui pouvaient peut-être ressembler à de la langue de bois. Des phrases assez lourdes, nominales, donc avec des noms, du style le déterminant, peuple, non, le peuple, de France, déterminant, non, détient, parce qu'il faut bien un verbe, la, déterminant, souveraineté, non, nationale, adjectif. Le peuple de France détient la souveraineté nationale. Donc là, vous voyez que vous êtes dans la rhétorique des années 60-70, du De Gaulle, du Pompidou, peut-être encore du Giscard. C'était peut-être langue de bois, je ne voudrais pas paraître réac en laissant apparaître que c'était mieux avant, que le discours était... Mais vous voyez, il y avait une sorte le discours était centré sur le message, sur le monde. Alors, le peuple, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, souveraineté nationale, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y avait cette orientation. Aujourd'hui, on va avoir un discours verbal et pronominal, du style « je vous dis », alors pronom, verbe, « je vous dis », alors là, voilà, Hollande ou Sarkozy, quand il y en a à la télévision, vous allez avoir Mitterrand déjà, « je vous dis » et « je vous répète », pronom, ce que je vous ai déjà dit. Donc le message est un peu évacué, et par contre, il y a une sorte d'affirmation d'autorité, parce que quand même, quand quelqu'un vient et répète 18 fois « je vous dis » et « je vous répète », on va dire bah, il a l'air sérieux, ça c'est un leader, et mieux que ça, s'il ne le fait pas, il semblerait que nous autres citoyens, aujourd'hui, on serait capable de lui reprocher et de trouver que c'est fade. Donc c'est ça le leader qui a remplacé l'idée. Alors, maintenant je vous laisse à vos interprétations, je peux vous en donner quelques-unes. Donc, vous avez parlé des médias qui ne favorisent pas l'échange d'idées, évidemment, mais plus le combat personnel. La pipolisation, c'est bien ça, c'est plus facile de monter des marches du perron, de se montrer, de dire en 3 phrases. Donc là, les hommes politiques, je crois qu'on a chronométré, ils ont des fenêtres en fait, de 23 secondes en moyenne pour parler. Donc il faut le reconnaître, que parler de la souveraineté populaire en 23 secondes, c'est difficile. Par contre, dire justement, 23 secondes, on a en fait, au fond, simplement le temps de dire je viendrai demain vous redire ce que je vous ai dit hier, et puis
Donc il y a sans aucun doute un côté médiatique, un côté institutionnel, avec effectivement une infantilisation des institutions qui veut qu'on donne de plus en plus de pouvoir à une seule personne auprès de qui on s'abandonne, et il faut encore qu'il s'exhibe en train de pleurer sur les cercueils des victimes, comme si c'était lui la personne qui pouvait avoir tout notre destin, non seulement économique, mais même émotionnel en main. Et puis après, il y a des raisons plus profondes, idéologiques, qui est que globalement, on est aujourd'hui arrivé dans une sorte de système unique, une pensée unique, où il n'y a pas de vraie alternative politique, comme il y avait potentiellement dans les années 50-60 avec deux blocs, et donc forcément une nécessité de débattre quelque part sur la pertinence de ces deux idéologies concurrentes. Là, on est dans une idéologie commune, et juste où on va changer un peu à la marge. La cohabitation est un bon exemple en ce sens. Gauche et droite peuvent quasiment gouverner ensemble sans qu'il y ait vraiment de gros bugs. Et donc, pour ça, évidemment, le message, pour faire avaler ce message unique, le plus simple, c'est de justement ne pas l'évoquer, d'en rester effectivement aux querelles de personnes, l'âge de Juppé, le tempérament de Sarkozy, la mollesse de Hollande ou le charisme de Valls. Mais effectivement, on n'a pas parlé de la substance du message. Je termine sur ce mot substance, puisque vous avez compris que ici, derrière le nom, en linguistique, on appelle ça les substantifs, c'est-à-dire précisément la substance de la langue, qui est quand même en grande partie dans les grands concepts, que ce soit donc crise, chômage, égalité, liberté, fraternité, etc. Ça vous va ou...